En 2015, vous avez publié donc un premier livre intitulé Une histoire environnementale de la nation, regard croisé sur les parcs nationaux du Canada, d'Éthiopie et de France. En quelque sorte, c'était une première approche de ce que sera votre troisième ouvrage, l'invention du colonialisme vert, donc en quelque sorte la poursuite du colonialisme par d'autres moyens, en l'occurrence, pardonnez-moi, voilà, la mainmise sur de vastes territoires africains à travers les parcs dits naturels dont on a de cesse de chasser les populations considérées comme un obstacle à la naturalisation de ce soi-disant Éden réservé in fine au plaisir des Occidentaux. Excusez-moi cette formulation, mais ai-je bien résumé la thèse de votre ouvrage? Oui, en soi, c'est bien résumé. Après, j'irai un peu plus loin. Dont on chasse, enfin, pour le plaisir des Occidentaux, oui, mais pour continuer aussi à éviter de s'en prendre à nous-mêmes. Si les institutions dont j'écris l'histoire, en partie dans le livre, s'en prendre à des paysans qui ne participent pas à la crise écologique, plutôt que juste une poursuite du colonialisme, c'est aussi un moyen de s'exonérer, nous, des dégâts qu'on cause partout ailleurs, tant qu'on croit qu'on sauve une Afrique sauvage, vierge. On y revient, on ne va pas brûler trop d'étapes. Je voudrais qu'on reparte un peu au début. Quelle est la genèse de cet ouvrage? J'ai cité donc un de vos premières publications. Vous aviez travaillé déjà sur cette notion de parc national, de parc naturel. Oui, la genèse, c'est... alors, j'ai étudié 3 parcs à la base, un au Canada, enfin au Québec, un en France, un en Éthiopie. Et en fait, ça a été de découvrir qu'en France, par exemple, l'État français, mais aussi l'UNESCO, dans le parc national des Cévennes, par exemple, valorise l'agro-pastoralisme, donc des agriculteurs et des bergers. L'UNESCO, sur son site internet et dans les archives depuis 40 ans, va explicitement dire qu'il faut soutenir un agro-pastoralisme qui façonne depuis 3000 ans la nature. Donc il valorise une histoire d'adaptation. Mais en revanche, en Éthiopie par exemple, sur le même site internet, dans les mêmes archives, l'UNESCO va dire que l'agro-pastoralisme dégrade la nature africaine et qu'il faut donc expulser les populations. Donc face à l'histoire européenne d'adaptation, on a une histoire de dégradation et cette histoire elle est exclusivement africaine. Donc c'est les Cévennes qui m'ont amené à vouloir explorer ce paradoxe qui est propre là au continent africain. Alors, restons un peu dans les choses un peu concrètes. Dans de quelle manière vous avez travaillé sur les archives, vous avez travaillé notamment dans un parc particulier en Éthiopie? Oui, alors j'ai travaillé dans le Sénien en Éthiopie, donc au nord des hauts plateaux éthiopiens. Et oui, la méthode, il y a un historien qui s'appelle Simon Chama qui dit qu'il faut combiner les archives papier et les archives des pieds. Donc c'est le bon côté quand même pour un historien de l'environnement, c'est d'aller parcourir les parcs et d'aller y vivre. Alors, après on a le travail en France, on ne peut pas non plus y rester beaucoup, mais d'aller parcourir, de voir qui l'habite, de discuter avec les habitants, avec les bergers, les agriculteurs, et donc d'en faire des récits pour justement voir qui est concerné par cette protection, par ce patrimoine mondial de l'humanité dont eux sont expulsés. Et alors comment le lien entre l'époque coloniale et notamment concernant le WWF ou l'UNESCO et la période contemporaine, cette poursuite donc du colonialisme sous une autre forme, le rôle précisément de ces deux ONG et institutions internationales? Alors là, c'est pour ça que je suis passé par l'histoire, par formation, mais aussi par nécessité. À la fin des années 50, tous les administrateurs coloniaux qui gèrent les parcs nationaux, en fait, se retrouvent au chômage. Ils sont mis au chômage par les indépendances. Et en fait, ils vont être reconvertis en experts internationaux, donc à l'UNESCO et à l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Et en fait, ils vont avoir une idée, avec Huxley, qui était l'ancien président de l'UNESCO, avec Théodore Monod, ils vont avoir une idée, celle de créer une banque. Une banque dont la première fonction serait, et je cite vraiment l'archive en 61, de poursuivre le travail accompli dans les parcs africains. Cette banque, ça va s'appeler le Fonds mondial pour la nature, en anglais le World Wildlife Fund, c'est le WWF. Et ils lancent alors ce qu'ils appellent eux-mêmes le projet spécial pour l'Afrique, et pendant 5 à 10 ans, tous ces administrateurs coloniaux reconvertis en experts vont se déployer sur tout le continent africain et vont diffuser les mêmes normes néo-malthusiennes,
les mêmes pratiques, déplacement de population, expulsion des parcs, et ça va continuer aujourd'hui, avec un nouveau discours, certes, mais les pratiques vont rester. Et alors, sur quoi s'appuyer ces discours? C'est-à-dire qu'en gros, les Africains détruisent cette nature qui serait un Éden, donc c'est cette espèce de tricherie là sur le... Oui, en fait, l'idée qu'en Afrique la nature est dégradée, ça naît fin 19e siècle, quand les colons qui arrivent en Afrique sont persuadés de retrouver en Afrique la nature qui est en train de disparaître chez eux pendant la révolution industrielle. Et en fait, ils vont lire la forêt à l'envers. Ils vont avoir cette idée d'une forêt primaire, et puis avec beaucoup de gens qui la dégradent. Mais en fait, c'est une lecture à l'envers, puisque dans les écologies semi-arides, on a d'abord de la savane, ensuite de l'agriculture sur brûlis, ensuite des arbustes, et là, il va y avoir une couverture forestière, jamais abondante, mais jamais épuisée. Mais eux, au contraire, vont mettre ce mythe de la forêt perdue. Et ce mythe, si là je fais un bond d'un siècle, mais je crois qu'on en reparlera, Al Gore, dans Une vérité qui dérange, le dit lui-même, en Éthiopie, 40% du pays était couvert de forêt, et aujourd'hui 3%. Il se base sur un chiffre inventé par un expert colonial en 61 qui a passé 3 jours en Éthiopie. Mais ce mythe continue aujourd'hui à guider toutes les politiques éthiopiennes de la nature, et donc il n'y a pas un seul pays africain où il n'y a pas un chiffre similaire, mais qui ne repose sur aucune donnée scientifique. Alors que vous montrez que le déboisement de l'Afrique est lié à la colonisation, tout bêtement. Alors là, c'est quel que soit le bord politique dans lequel on se situe, oui, ce qui dégrade la nature, c'est l'exploitation à grande échelle des ressources. Pendant la colonisation, c'est environ 95 millions d'hectares de forêts qui ont été déboisés pour les mettre en culture ou pour le besoin en bois des armées, etc. C'est 4 fois plus que dans le siècle précédent. Depuis les indépendances, c'est l'exploitation de la nature pour le commerce mondial. Mais on s'en prend à des gens qui vivent d'une agriculture de subsistance, alors qu'eux ne participent pas à cette crise écologique. Alors il y a la forêt, mais il y a aussi les animaux. Vous nous donnez des chiffres aussi sur le nombre d'éléphants qui ont été détruits dans les chasses occidentales. Oui, alors ça, c'est le grand paradoxe. À la fin du 19e siècle, on estime que c'est 60 000 éléphants par an qui sont tués en Afrique pour une chasse à grande échelle. Et quand cette grande faune va disparaître, eh bien, les Européens, les colons, vont mettre en place des réserves de chasse, puisque toute la faune a quasiment disparu. Mais comme ils veulent continuer à chasser, les réserves de chasse vont être un moyen de s'approprier des espaces et la faune, d'exproprier les populations colonisées. Et dans les années 30, ces réserves de chasse vont devenir les parcs nationaux qu'on connaît aujourd'hui, le Kruger, le Serengeti, le Virunga au Congo, mais ce sont des parcs nationaux qui ont été créés pour expulser et s'approprier les terres, et ça va continuer ensuite. Alors justement, les responsabilités, vous parliez d'Al Gore tout à l'heure qui a repris ce chiffre, ces indications qui étaient fausses, et qui n'est pas le seul d'ailleurs à les avoir. Sauf que lui, il a quand même eu un impact énorme avec son film, qui a été vécu d'ailleurs. Alors le paradoxe, c'est que autant Al Gore a une image d'écologiste, l'UNESCO et le WWF aussi, ils ont des images, c'est la première fois qu'aussi clairement on montre la duplicité de ces institutions. C'est ça que j'ai essayé de montrer, puisque moi, quand j'ai découvert cette histoire, j'allais dire, j'en ai été le premier choqué. Et pour revenir sur Al Gore, selon moi, c'est un des rares experts à décrire avec autant de finesse les dégâts, les effets du changement climatique. En revanche, quand il s'agit de décrire les causes, il se fait quand même plus discret. Par exemple, dans Une vérité qui dérange ou Sauver la planète Terre, rien sur Apple, rien sur Google, qui sont quand même parmi les entreprises les plus polluantes au monde. Il finance la première, il siège au conseil de direction de la seconde. Mais au-delà de la duplicité, je pense que c'est le paradoxe du système monde qui se développe depuis les années 80, c'est que ceux qui détruisent sont aussi ceux qui protègent. C'est-à-dire que plus la nature disparaît en Occident, plus on essaie de la sauver en Afrique. Et que ce mythe de l'Éden africain soit d'origine coloniale, j'allais dire limite peu importe.
Par contre, ce qui est grave, c'est que ce mythe perdure et qu'il fait des ravages. Aujourd'hui, si on donne, je donne juste un chiffre, c'est 14 millions d'Africains qui ont été expulsés de leur parc au XXe siècle. Donc là, le mythe, il a quand même des conséquences sociales qui sont dramatiques. Alors justement, très concrètement, qu'est-ce que les gens qui sont virés de leur territoire traditionnel, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont confinés dans des formes de bidonvilles confinés, pardon, oui. Oui, non, alors, très concrètement, ceux qui vivent dans et autour des parcs, depuis une grande enquête qui a été menée par BuzzFeed, on sait qu'il y a des dizaines d'agriculteurs, de paysans qui sont abattus dans des parcs par des rangers qui sont financés ou formés par le WWF notamment, ou African Parks. Ensuite, ceux qui sont expulsés, généralement, ils sont mis en périphérie. Donc là, il va y avoir, j'ai essayé de le montrer, plein de cas de figure différents. En Éthiopie, ce qu'on peut apercevoir, c'est des populations qui deviennent des mendiants. Alors, le WWF ne dira pas mendiant, on dira conservation communautaire puisqu'il bénéficie du tourisme. Donc, un enfant de 8 ans qui, dès qu'il aperçoit un blanc, veut essayer d'aller demander de l'argent et ne va plus à l'école, ça ne s'appelle pas de la conservation communautaire. Ensuite, on a d'autres cas de figure. Par exemple, en Namibie, autour des parcs, les populations attribuaient une valeur sacrée à la grande faune. Aujourd'hui, ils attribuent une valeur financière aux animaux. C'est-à-dire qu'en fonction du degré des touristes pour X ou Y animal, la valeur de l'animal va être définie. Quid d'une période de pandémie quand il n'y a plus de touristes? Quelle est la valeur attribuée à cet animal? Ou on a après d'autres projets financés par le WWF, là c'est au Zimbabwe notamment, un projet où les populations locales ont vraiment le pouvoir, mais en fait l'État central a juste délégué aux chefs de districts locaux qui ne répartissent pas non plus les bénéfices du tourisme. Donc c'est ça qui est triste à dire, c'est une réalité choquante mais bien réelle. La conservation communautaire aujourd'hui n'atteint jamais les objectifs sociaux qu'elle dit poursuivre. Et alors le rôle justement des chefs d'État africains dans ce jeu-là, jeu de dupes, comment se comportent-ils? Alors là, c'est pour ça, c'est le colonialisme. Le colonialisme, avant les indépendances, n'aurait jamais fonctionné sans un certain degré de consentement d'une certaine partie des élites. Le colonialisme vert qui se développe après les années 60 fonctionne parce qu'il est instrumentalisé par les dirigeants. Ils poursuivent, on va dire, au moins deux intérêts. Un, il y a la manne touristique. Julius Nyerere, le premier ministre tanzanien, quand il a participé à cette conférence qui lance le WWF, il le dit lui-même, alors pas en anglais, mais il le dit aux Tanzaniens en disant « Moi, je ne vais pas aller passer mes vacances pour regarder des crocodiles barboter, mais les Occidentaux sont prêts à investir des millions là-dedans. » Donc, manne touristique. Et la deuxième chose, c'est qu'un parc national, c'est très utile pour planter le drapeau dans un territoire qu'on peine à contrôler. Tous les parcs nationaux, mais ça a été la même chose en Europe ou en Amérique du Nord, sont créés chez les nomades, dans les maquis, dans les territoires sécessionnistes. Et par exemple en Éthiopie, l'empereur Haïlé Sélassié savait le faire, mais le gouvernement actuel sait le faire aussi. Eh bien, ils ont et les fonds internationaux et la reconnaissance internationale pour aller s'implanter dans des territoires qu'ils peinent à contrôler. Donc voilà le jeu. Oh, certes, ils ne choisissent pas ce cadre culturel, l'Afrique, planète verte, malheureusement dégradée, mais par contre, ils savent très bien l'instrumentaliser. Alors, on a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'est-ce qui, à propos de cette vision occidentale d'un Éden africain, qu'est-ce qui fonctionne au niveau de la culture et de la littérature occidentale? Il y a quelques exemples quand même qui intéressants. Là, c'est l'image de ce qu'on appelle classiquement des clichés, sur des clichés qui vont concerner des pays ou là un continent. L'idée de cette Afrique vierge, c'est, ça remonte fin 19e siècle, mais c'est les chasses de Churchill, c'est Livingstone et Stanley, et puis ça va continuer. Karen Blixen, Out of Africa, qui deviendra la ferme africaine, Romain Gary, Les Racines du ciel, où la 4e de couverture dit que dans cette Afrique sauvage, malheureusement, conserver un éléphant, c'est une préoccupation d'homme rassasié, ce qui veut dire qu'un paysan africain ne pourrait pas attacher un sentiment aux éléphants.
Et puis ça va continuer et ça va s'amplifier. Les émissions de Attenborough avec la BBC dans les années 80, le Lonely Planet, le National Geographic, et puis, alors là ça va parce que le public qu'on est ce soir, c'est moins une déception que quand on parle à des étudiants, le Roi Lion. Le Roi Lion, qui est quand même en fait un manga écrit à la fin des années 50 par un japonais, Osamu Tezuka, et qui va être repris par Disney. Mais le Roi Lion, quand on y pense, sont des dictateurs éclairés, les lions, qui, un peu comme les conservationnistes, aujourd'hui, sont les seuls persuadés de savoir comment restaurer le cercle de la vie, la planète verte. Dans le Roi Lion, ils s'en prennent aux hyènes qui brûlent la savane. Dans le monde réel, on s'en prend aux agriculteurs et aux bergers qui brûleraient la forêt. C'est un conte attendrissant, réussi, et il est beaucoup trop problématique pour ne pas être interrogé aujourd'hui. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire en prenant aussi tous ces petits récits qui, additionnés les uns aux autres, nous donnent cette Afrique qui n'existe pas, le mythe d'un Éden africain. Comment ça a évolué aujourd'hui? Parce que on est dans quelque chose de plus soft, en quelque sorte, aujourd'hui. Ça change rien au problème, mais l'idée c'est de faire accepter aux Africains le fait d'être virés, quoi. Alors, bon, ça n'est jamais accepté par ceux qui sont virés. Mais par contre, l'État peut le forcer, ou peut forcer à l'acceptation. Mais la manière dont ça se passe aujourd'hui, c'est vraiment le mythe de la conservation communautaire. Il n'y a pas une seule aire protégée aujourd'hui, en Afrique, en Asie, qui ne soit pas guidée par ce principe. On a, par exemple, c'est le grand discours des Nations Unies, la prise en compte des savoirs autochtones et indigènes. Bon, soyons sérieux, le simple fait d'appeler ça des savoirs autochtones et indigènes instaure déjà une hiérarchie des savoirs. Mais ces savoirs ne sont jamais réellement pris en compte. Ce qui va compter, c'est les chiffres des experts, les données officielles, comme ceux d'Al Gore. Mais ces chiffres sont des chiffres qui circulent depuis 30-40 ans, mais, là c'est ce que j'ai essayé de montrer, mais alors là je ne peux pas le détailler là, ces chiffres n'ont aucune valeur scientifique. Et le mythe qui va continuer, on n'est plus dans la logique colonialiste de les Africains détruisent. On est dans la logique paternaliste de dire ce sont des habitants trop nombreux et destructeurs auxquels il faudrait apprendre à conserver. Sauf que l'idée du consentement n'est jamais présente. Elle est présente dans le discours, mais elle n'est jamais présente en pratique. Et pour reprendre une expression qui a fait fureur les derniers jours, est-ce que ces agro-pasteurs africains ne sont pas justement ces aniches dont il faudrait protéger les modes de vie et s'en inspirer totalement, si on veut peut-être un peu sortir de nos épidémies, de nos pandémies et de notre situation un peu catastrophique. Alors, je n'irai pas dire que je suis d'accord avec la personne qui a prononcé ces phrases, mais à la fois, pour cette étude, oui, les agriculteurs et les bergers qui sont expulsés des parcs sont des gens qui produisent leur propre nourriture. Ils se déplacent à pied, ils vivent sans électricité, ils achètent très rarement de la viande, ils en consomment très rarement, ils achètent rarement de nouveaux vêtements. Contrairement à 2 milliards de personnes, ils n'ont pas de smartphone ou d'ordinateur. Si on voulait vivre une vie, disons si on voulait instaurer un mode de vie qui tend vers la sobriété écologique, il faudrait vivre comme eux. Pourquoi est-ce qu'on les expulse? Parce que s'en prendre à eux est un moyen d'éviter de s'en prendre à nous-mêmes. Croire que la nature qu'on met en parc dans cette Afrique vierge et sauvage, ça nous exonère de tous les dégâts qu'on va causer partout ailleurs. Et alors je me suis amusé, entre guillemets, dans le livre, à calculer, par exemple, le coût écologique de la visite d'un parc africain. Un randonneur, des bâtons de randonnée, c'est de l'aluminium, c'est de l'extraction de bauxite. La veste en Gore-Tex, parce qu'il pleut, c'est de l'extraction de téflon. La polaire, pour avoir chaud, c'est des résidus de pétrole. Généralement, on va venir, alors pas moi, mais avec son smartphone. Et ça, c'est du tantal et du néodyme de Chine ou de Congo. On rajoute le coût en avion, 0,5 tonnes de CO2. Avoir visité un parc national en Afrique, c'est l'équivalent d'avoir détruit dans le monde les ressources qui sont mises en parc là-bas. Donc il ne s'agit pas de protéger la nature, il s'agit de l'offrir à la consommation. Et donc les politiques internationales, c'est ça l'objet du livre, c'est que ça fonctionne comme des trompe-l'œil qui masquent le véritable problème, la destruction massive de l'environnement. Mais ça peut perdurer
tant qu'on croit que c'est sauvegardé en Afrique. Vous dites quelque part, alors je ne sais pas où, si c'est dans le livre ou si j'ai lu ça ailleurs, l'écologie ne peut être que sociale, on l'a vu avec les gilets jaunes ici, et anticapitaliste. Il faut décoloniser l'écologie. C'est de vous? C'est de l'interprétation de la journaliste de l'Huma Dimanche. Moi, personnellement, j'ai dit que l'écologie ne pourrait être que sociale si on veut que ça marche, et on sait que c'est le capitalisme qui cause la destruction. Ce qui peut se traduire par l'écologie doit être sociale et anticapitaliste, mais j'avoue que le résumé m'a quand même fait rigoler. Peut-être revenir sur le rôle, vous l'avez dit, je pense, le rôle des experts, ou comment on est, ce sont d'anciens des cadres coloniaux qui se sont reconvertis finalement dans le préserve. Alors vous employez souvent ce mot de préservationnisme. Ouais, c'est l'idée de la mise sous cloche de la nature. Comment ils se sont reconvertis? Je peux peut-être vous donner un exemple, parce que j'ai essayé de suivre des personnages. Là, c'est ceux des années 50 aux années 80. En Éthiopie, le personnage clé, c'est John Blower. C'est un ancien de la West African Frontier Force, de l'armée britannique. Il fait la Seconde Guerre mondiale en Afrique de l'Ouest. Il revient en 1947 à Édimbourg, il passe son diplôme de foresterie. Il a un rêve, retourner en Afrique. Il retourne en Afrique et il devient garde de chasse dans le parc du Serengeti en Tanzanie. Viennent les années 50, l'Empire britannique doit réprimer la révolte des Mau Mau au Kenya. Eh bien, qui de mieux pour aller réprimer une révolte où des insurgés se cachent dans des hautes montagnes que les gardes des parcs? C'est des rangers, ils sont habitués. Il y va pendant 4 ans, il revient, là il est transféré en Ouganda, où il dirige le service des parcs nationaux de l'Ouganda. Début des années 60, arrive l'indépendance, mise au chômage. Mais là, un de ses collègues, Leslie Brown, même personnage, mais côté Kenya, qui lui dit « Mais l'UNESCO vient d'envoyer une mission avec Huxley et Théodore Monod en Éthiopie, il cherche un expert. » L'UNESCO recommande John Blower à Haïlé Sélassié. L'empereur éthiopien prend John Blower et il en fait son premier conseiller pour la protection de la nature. Et John Blower passe 5 ans en Éthiopie, de 65 à 70, et il met en place les 3 premiers parcs du pays. Pour ça, il va mobiliser une véritable internationale d'experts. Ils viennent du Kenya, de Tanzanie, de Mozambique, du Rwanda, et ils dirigent les parcs. Et John Blower, moi j'ai ses archives, j'essaye de le raconter dans le livre. Dans ses archives, il le dit lui-même, dans les mémos qu'il envoie à l'UNESCO et au WWF, il dit « Je n'ai jamais vu d'être aussi malhabile et destructeur de ma vie, mais nous ne sommes pas menacés par la démocratie. Ici, on peut encore sauver la nature. » Ces experts, ça ne va plus être les mêmes dans les années 80. Dans les années 80, c'est plus l'ère des experts, c'est l'ère de la consultance. Consultant, c'est quelqu'un qui visite 15 à 20 pays par an. Moi, ça m'a pris 10 ans pour écrire ce livre. Je ne pense pas qu'un expert puisse connaître une société sans en parler la langue du tout, mais pourtant, ces experts vont prendre des chiffres. Eh bien là, en Éthiopie, les chiffres qu'ils prennent, c'est des chiffres rédigés par John Blower sur le papier. John Blower il n'a pas mené d'études scientifiques concrètement. Ces chiffres vont perdurer aujourd'hui, tout simplement parce qu'on ne va pas les remettre en cause, puisque ça fait 50 ans qu'ils circulent. Qui oserait les remettre en cause? Et voilà comment ça va durer encore aujourd'hui. Et moi, pour avoir parlé à des experts de l'UNESCO, quand je leur ai montré leurs archives, en leur disant, vous voyez bien que ces chiffres sont faux. Et eux disent, oui, vous avez raison, ils sont faux. C'est encore plus la destruction de la nature. Parce qu'ils sont tellement empreints du mythe de l'Éden africain qu'ils refusent d'admettre leur erreur. Ce que je comprends, c'est difficile, mais c'est urgent, et pour la lutte écologique, et pour toutes ces populations expulsées. Et à l'UNESCO, personne n'est capable d'autocritique. Alors, l'UNESCO adore l'autocritique, parce que ça montre le côté démocratique de l'institution. Mais moi, ils m'ont proposé de participer à rédiger des management plans pour les parcs en Éthiopie. Donc j'ai accepté, en disant, oui, c'est vrai que ça m'intéresse peut-être moins que l'histoire, mais j'ai accepté, mais à une condition de dire, mais le but n'est plus l'expulsion des populations. Et ça, ils m'ont dit, ah non. Ils m'ont dit ça, pour que ça soit reclassé au patrimoine mondial, il faut qu'on les déplace de manière volontaire pour aboutir à une conservation communautaire. Mais ça reste que l'idée qu'en Afrique, un parc doit être vide d'habitants, c'est-à-dire vidé, c'est une idée à laquelle ils veulent s'accrocher.
Comment c'est reçu? Parce que le bouquin est sorti depuis quelques semaines, vous avez visiblement, vous êtes très, très sollicité par les médias. Comment ça se passe? Oui, alors là c'est l'étonnement pour un historien, hein. C'est à Arte, Le Monde, etc. Mon premier bouquin, je pense que ce qui s'est vendu en 5 ans, c'est ce qui s'est vendu en 3 jours. C'est-à-dire j'en avais vendu 100. Hein. Bon, je vous rassure, les droits d'auteur sont les mêmes, c'est 1 euro. Hein. Mais la presse, là, je pense, moi j'avoue, je suis le premier surpris, mais agréablement surpris. Je pensais qu'ils allaient plutôt croire que c'était un récit anti-écologique. Mais en fait, non, c'est plutôt bien reçu de dire, ok, donc c'est peut-être un trompe-l'œil, ces politiques internationales. Moi, j'en suis le premier avis. Et après, bon, c'est grâce à mon éditrice, parce que de suivre des personnages, de suivre des parcours d'experts, de raconter concrètement des histoires, bon, c'est vrai que je ne savais pas écrire comme ça, et je la remercie vraiment, parce que c'est vrai que même moi, je trouve ça plus intéressant. Bon, voilà, on va vous donner la parole. Oui. Bon, ben, je pense que je peux parler sans micro, visiblement. J'ai beaucoup apprécié votre exposé, j'ai particulièrement aimé votre évocation du personnage d'Al Gore, que j'apprécie de manière générale. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous avez évoqué l'aménagement du territoire, les sociétés traditionnelles, la biosphère, mais est-ce que dans cette stratégie géographique, les géologues, c'est-à-dire les ressources naturelles indispensables aux visiteurs occidentaux, est-ce que les géologues ont leur mot à dire pour le dessin des frontières? Est-ce qu'il y a des conflits, par exemple, autour du partage des ressources des sous-sols? Eh bien, c'est ça la plus grande aberration, c'est qu'on a des écologues qui mènent des enquêtes, mais qui sont véritablement situés. Donc, par exemple, en Guinée et en Sierra Leone, là où le WWF et l'UNESCO ont dit que 80% de la forêt primaire avait disparu, eh bien, des écologues y sont allés. Donc, 2 méthodes, là, pour eux. Les 2 méthodes, la dendrochronologie, donc les cercles dans les troncs des arbres pour dater l'âge des arbres, et la palynologie, c'est-à-dire tout simplement de creuser dans le sol et de voir la quantité de pollen. Eh bien, eux, ce qu'ils ont réussi à montrer, eh bien, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de forêt 2 siècles avant et que les populations ont créé une forêt. Eh bien, eux, leurs recherches, ils ont voulu participer à ces projets de gestion, eh bien, ils ont tout simplement été écartés de la gestion du projet. Et ça, c'est vraiment, on voit, alors là, c'est toutes les études, là, c'est Bruno Latour sur la sociologie des sciences, comment la définition d'un problème, ça passe aussi par le fait que certains experts doivent monopoliser le problème. Et là, on arrive à l'aberration. Oui, pourquoi ne pas faire appel à ces écologues-là? Et là, c'est l'aberration totale, mais là encore, j'en reviens, pour moi, les experts ne sont pas des gens foncièrement mauvais, loin de là. Pour moi, Al Gore n'est pas un anti-écologiste, loin de là. Mais c'est là où on voit le poids du mythe. Là, prenons à Bordeaux Culture, on va au jardin botanique, au jardin public. L'exposition qu'on nous propose, c'est Afrique, savane sauvage. Est-ce qu'on oserait faire une exposition Europe, forêt sauvage? L'idée de l'Afrique sauvage est tellement grande, tellement encastrée dans nos représentations, qu'elle est difficile à s'en départir. Bonjour, merci, c'était vraiment très intéressant. J'ai 2 petites questions. D'abord, comment est-ce qu'on peut assurer une protection de l'environnement qui soit éthique et écologique? Et quels sont les moyens d'avoir des solidarités nord-sud, mais qui ne soient pas du coup empreintes de colonialisme? Alors moi, je pense que la solution pour une vraie lutte écologique, ça serait la coévolution. C'est-à-dire vraiment favoriser une coévolution entre l'homme et son environnement, entre les humains et les non-humains. Par exemple, ce que font le WWF et l'UNESCO dans les Cévennes, c'est-à-dire soutenir les agriculteurs et les bergers pour qu'ils fassent la transhumance à pied et non pas en camion. Ils les soutiennent et du coup, ils peuvent continuer à façonner les montagnes. Tout simplement exporter cette même vision de la sobriété écologique dans des parcs naturels, que ce soit en Afrique, en Asie. Bon. Et ensuite, pour une solidarité nord-sud, là j'allais vous dire, si j'avais gardé mon optimisme, j'aurais peut-être une réponse à faire, mais je ne l'ai pas gardé. Si je me permets une réponse, ça serait peut-être le changement de paradigme
le jour où des experts éthiopiens, guinéens viendront donner aussi leur expertise sur comment gérer des parcs nationaux français, italiens, peut-être que là, il y aura un équilibre et qu'il y aura un partage des savoirs et des savoir-faire. Est-ce que c'est le monde d'après? Je me permets d'en douter. Le chiffre en Éthiopie qu'il y a, c'est que l'Éthiopie aurait été couverte de forêts à 40% en 1900 et serait aujourd'hui tombée à 3%. Ce chiffre, c'est en fait un expert qui l'a inventé en 61 en amalgamant deux chiffres. Il est venu une semaine en Éthiopie, 3 jours à la capitale, et en fait il a pris un rapport qui datait de 46, un rapport qui datait de 60, sur 2 observations visuelles. Il a amalgamé les 2 chiffres et il en a fait un chiffre national. Ce chiffre-là, quand je l'ai expliqué aux experts en montrant les archives, et les leurs, en leur disant « Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre que par contre ça fait 50 ans que l'Éthiopie reste à 3% de couvert forestier ?» C'est-à-dire que ça fait 50 ans que ça n'a pas bougé, donc il n'y a pas de dégradation. Et là, les experts, c'était 2 écologues allemands, qui m'ont dit « Oui, c'est vrai, vous avez raison, ces chiffres sont probablement faux, c'était sûrement 80% de couvert forestier dans le pays. » Chose à laquelle un de mes collègues, qui est archéologue, avait répondu en disant « Non, parce que 80%, ça veut dire que les hommes vivaient dans des arbres. » Eh bien, les 2 experts, non, ont refusé tout bonnement en disant « Non, non. » Donc, oui, il y a eu un refus, mais en même temps, je n'ai pas été sollicité de manière officielle ou autre. C'était une réunion plutôt informelle. Enfin, non, c'était une vraie conférence, mais il n'y a pas eu de suite, dans tous les cas. Le braconnage, c'est qu'il faut faire la différence. On a par exemple, là au Kenya, récemment, le président qui a annoncé voilà, qu'on est passé de 80 éléphants tués par an à 7. Ce qui est une vraie avancée, puisque les éléphants ont le droit de vie comme tout le monde. Mais ce qu'il ne précise pas, est-ce qu'on a affaire à des réseaux de grands braconniers armés avec des hélicoptères, de la télésurveillance, des moyens d'aller... Parce que pour aller par exemple au Kruger ou au Serengeti, qu'on a des rangers qui sont armés en Tanzanie, c'est le WWF qui a fourni tous les hélicoptères pour aller lutter contre ces grands braconniers. Mais ça, c'est des réseaux de grands braconniers. Mais les populations, les agriculteurs et les bergers, ils ne sont pas intégrés dans un réseau de trafiquants de faune. Il faut quand même des contacts. Et j'allais dire, il faut même une certaine technologie. Et le problème, c'est de s'en prendre aux mauvaises personnes. Les enquêtes qui ont été menées par Human Rights, par Human Watch, ont montré, je reste sur Serengeti, eh bien, ont montré que, par exemple, les gens qui ont été abattus, tués, eh bien, c'est tout simplement des agriculteurs et des bergers qui, en période de disette, étaient rentrés dans un parc national, mais c'est un parc tellement immense, ça serait l'équivalent de 20 fois, 5 fois la Gironde, eh bien, étaient rentrés pour chasser du petit gibier. Parce que, c'est bête à dire, mais aller tuer un éléphant pour se nourrir, non, non. Et en fait, c'est le problème de s'en prendre à ça. Et c'est là où, et c'est ce que j'ai essayé de raconter, l'importance de regarder des histoires vraiment situées. Dans le parc national, par exemple, en Éthiopie que j'ai étudié, les bouquetins ne sont pas consommés par les populations pour la bonne et simple raison qu'ils vivent à 4200 mètres d'altitude sur des falaises. Il faut être très bon tireur, et puis quand l'animal va tomber de la falaise, mais il va être déchiqueté. Mais en revanche, et c'est là l'effet le plus pervers de ces politiques-là, les populations en Éthiopie, c'était en 70, ils l'ont refait en 91, à chaque fois que l'UNESCO est venu et a dit « on va vous déplacer », eh bien ils ont pris leur fusil et ils ont essayé d'abattre tous les bouquetins en se disant « pas de bouquetins, pas de parc, pas d'expulsion ». Et donc, on a 2 perdants dans cette histoire, les habitants et les animaux. Voilà pour une réponse un peu pessimiste, mais lutter contre le braconnage, 10 fois oui. Mais qui braconne? C'est là où, là encore, il faut mener des vraies enquêtes locales. Le nom du petit bouquetin, là? Le Walia ibex, Ouais. que tout le monde appellera bouquetin d'Abyssinie, mais comme en fait le monde entier appelle l'Éthiopie l'Abyssinie, sauf les Éthiopiens, voilà. Les mots, aujourd'hui, ont encore énormément d'importance. Prenez, en Afrique, en Europe, on aurait des peuples, des communautés. Par exemple, en France, les Basques, les Séminoles, les Bretons. En Afrique, on n'aurait que des ethnies. Aujourd'hui, en Éthiopie, tout ce qui se passe politiquement, c'était encore dans le monde avant-hier, en disant que l'ethnie majoritaire en Éthiopie causait des troubles. C'est quand même une ethnie majoritaire de 42 millions d'habitants. Ça peut s'appeler peuple, mais c'est une manière de signifier l'infériorité, qui a été totalement appropriée.
Eh bien, pour la forêt, pour la nature, on peut se demander la même chose. Là où certains exploitent, d'autres dégradent. Et même là, là où certains, nous en Europe, on a eu des grands défrichements, on n'a pas parlé de déforestation. Donc, les mots, justement, sont importants pour enlever cette dichotomie. C'est-à-dire que le temps n'est pas quelque chose de linéaire, mais plus quelque chose qui s'accumule. De la même manière que nous, on est le produit de ce qu'on a été à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, les parcs en Afrique sont le produit des réserves de chasse à la fin du 19e siècle, avec l'idée que les populations ne doivent pas en faire partie, des parcs nationaux avec l'idée que c'est un Éden africain, puis du développement durable avec l'idée que c'est pour les populations, et puis on va avoir une négociation entre toutes ces logiques. C'est-à-dire que dans certains espaces, on va se dire, oui, ça va être un paysage culturel. Donc là, on a de plus en plus, avec l'UNESCO, qui promeut maintenant les paysages culturels. Mais on va quand même avoir l'idée que oui, tout de même, les populations, ça reste un danger. Donc, il y a des nouveaux projets, mais avec cette idée que les populations représentent foncièrement d'abord un danger et donc à éduquer. Et c'est là où on en revient à la problématique du consentement. Et ça, pour toute la société, pour n'importe quel phénomène, et bien pour la nature, c'est pareil. Aller dire à des populations, nous allons vous apprendre à sauver la nature, sans leur demander, mais pour vous, le mot nature veut dire quoi? Par exemple, en Éthiopie, le mot nature, c'est tefetro, c'est-à-dire ce qui se crée autour de nous. Ben là, des paysans que j'ai interviewés le disent eux-mêmes. On se retrouve dans une aberration où on lui demande, et pour toi, c'est quoi la nature? Et là, je l'ai appelé Philippos dedans, mais pour changer les noms, où il dit, la nature, c'est une ressource. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on nous demande de quitter la ressource pour sauver la ressource. Alors que la nature, c'est une ressource. Eh bien, aujourd'hui, ce désarroi dans lequel sont plongés des agriculteurs et des bergers est dû à tout ce système global qui change, oui, mais pas assez vite. Et ça, c'est une responsabilité. Je veux dire, vous parliez de l'ethnographie, c'est quand même une science coloniale. Ils sont allés à Madagascar, ils ont cartographié, vous êtes des ceci, vous êtes des cela, et les gens ne s'en sortent pas. Oui, après, cela dit, il faut pas... C'est pas parce que l'ethnie est une invention européenne à la base que ce n'est pas une réalité africaine aujourd'hui. Le Rwanda, le Rwanda, Hutu et Tutsi, je veux dire, l'ethnie est venue de l'extérieur, l'ethnicisation, mais c'est devenu une réalité africaine. Mais je rebondis sur ce que vous avez dit pour le Burkina. Les cultivateurs, éleveurs, le parc de Kouré, là où il y a eu les 8 personnes qui ont été abattues, 6 touristes humanitaires français et 2 guides. Justement, c'était un conflit éleveur-cultivateur. Mais le vrai problème, c'est que les 3 États, Burkina, Bénin, Niger, c'est qu'ils ne veulent pas revivre la guerre du Congo de 97 puis de 2001. Et une idée de 3 pays où le conflit se fait à la fois entre éleveurs-cultivateurs, c'est là où c'est la branche de Daesh, l'État islamique au Grand Sahara, qui justement fait son terreau là-dessus. Et je suis d'accord avec vous, et c'est ça la difficulté pour cette thématique, c'est de ne pas verser dans la simplification. Il faut à chaque situation son histoire. Voilà, donc vous avez tout à fait raison, d'où la difficulté d'articuler l'Afrique, mais toujours des histoires situées dans les réalités des sociétés africaines. Un mot peut-être sur, donc vous enseignez, est-ce que vous travaillez là-dessus avec vos étudiants? Sur quoi moi je suis prof à la fac, c'est-à-dire que sur les 10 cours que je donne, j'ai un patrimoine et histoire, mais je donne un cours sur les décolonisations en Afrique et en Asie de 1850 à nos jours, et j'aborde un peu le sujet, mais dans des grandes facs, moi je suis à Rennes 2, ça c'est en master où on peut les faire travailler là-dessus, et comme je ne suis pas le prof qui fait travailler les étudiants sur ces sujets pour ensuite pouvoir écrire un livre, non, je ne vais pas travailler là-dessus. Certains travaillent dessus, mais voilà, on essaye, mais l'histoire environnementale, c'est un champ qui se développe en France depuis 10 ans, une quinzaine d'années. On a certains collègues, dont certains sont présents, avec qui on travaille ensemble sur des projets de recherche collectifs, et on essaye des doctorants, etc., mais à l'université, on fait quand même des enseignements plus larges, et ça va être dans des séminaires de master, mais qui sont plus restreints. D'accord. Et sur la suite, sur quoi vous allez poursuivre là-dessus? Vous allez
Ouais, maintenant je vais essayer de me concentrer sur cette charnière colonisation-décolonisation avec encore plus d'archives, mais pour voir comment, la reconversion des administrateurs coloniaux en experts internationaux, pour voir en fait, parce qu'on parle beaucoup de post-colonial, oui, le post-colonialisme, c'est une méthode de repartir vers le bas pour voir justement la capacité d'action des populations, mais ça peut aussi être un moment à étudier. Quel a été le moment post-colonial? Donc voilà, ça c'est mes recherches suivantes. Alors au Québec, les expulsions, elles ont cessé en 1970-71, et le Québec a été beaucoup plus loin dans cet idéal de naturalisation de la nature, enfin plutôt le Canada au Québec. Moi, le parc que j'ai étudié, c'est Fourillon, en 70, pendant qu'à Montréal, il y a le Front de libération du Québec qui menace l'identité nationale, le Premier ministre fédéral, Pierre Elliott Trudeau, le père du beau Justin, lui, à Fourillon, ordonne de brûler les maisons, d'expulser les populations, de réenherber les zones, et en disant que la nature est la vraie chose que partagent les Canadiens de la Colombie-Britannique au Québec. D'où la feuille d'érable sur le drapeau, d'où les castors sur les pièces de monnaie, l'idée d'une nation vierge, atemporelle et apolitique qui a servi à la construction du Canada. Mais en revanche, depuis les années 70, il n'y a plus aucune expulsion et il y a un accueil ou un retour des populations, entre guillemets, amérindiennes, avec des problématiques de folklorisation, on va dire, mais les expulsions n'ont plus lieu depuis 50 ans. Alors moi, je viens de découvrir quelque chose. Il y avait des espèces de centres jusque dans les années 90 au Québec où on enfermait les enfants d'origine amérindienne pour ils étaient en prison, on leur interdisait absolument de parler leur langue et ils étaient obligés d'apprendre le français et il y avait jusqu'à leur majorité. Jusqu'à 18 ans, ils étaient enfermés. C'était dans des conditions sordides, en plus, c'est dans des zones où ils ont un froid épouvantable. Enfin, moi, je viens de découvrir ça. J'avais une image un peu sommaire du Québec, pays libéral, sur certains aspects, c'est vrai. Mais là, j'ai été sidéré. Comme le disent les Québécois, deux colonisations, ça fait beaucoup. Les Français ont colonisé des Amérindiens, puis ils sont fait coloniser par les Britanniques. Donc forcément, c'est une histoire très conflictuelle, d'où l'intérêt à la nature. Parce qu'au moins la nature, si elle est vidée, peut sembler apolitique. D'où l'idéal naturel des forêts canadiennes, mais qui sont par ailleurs magnifiques. Oui. Bon. Oui, encore rien. On vous libère. Donc Guillaume Blanc, pour vous dédicacer le livre.